Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire EXIN en collaboration avec Licence et Stéphane Jauré. Je m'appelle Emmanuelle Schrieren et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Je représente la société EXIN. Au nom d'EXIN, je tiens évidemment à tous à vous remercier d'avance pour votre participation. J'aimerais seulement juste vous présenter le sujet, rappeler le sujet sur cloud et logiciel, dépenses maîtrisables, point d'interrogation. Stéphane Jauré fera la présentation par la suite. J'aimerais également vous rappeler que vous pouvez adresser vos questions à l'aide de l'onglet qui est indiqué sous le menu questions, disponible dans votre GoToWebinar, et elles seront bien sûr adressées au présentateur à la fin du webinaire. Donc, merci s'il vous plaît d'adresser vos questions sous cet onglet. Cette session sera également enregistrée et nous vous souhaitons un très agréable webinaire. Maintenant, Stéphane, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue parmi nous. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Stéphane Jauré, je suis consultant et formateur sur des sujets qui couvrent l'ITSM et l'IT Asset Management, sujets sur lesquels j'interviens depuis nombre d'années. J'ai commencé par exemple l'IT Asset Management en 1993, donc ça date un petit peu. À l'époque, tout se faisait avec des disquettes, ça a beaucoup changé depuis. Je travaille beaucoup aussi dans l'IT Service Management et notamment je suis contributeur, co-auteur d'un célèbre référentiel d'IT Service Management dont je vous parlerai tout à l'heure. Et évidemment, j'intègre depuis longtemps l'IT Service Management et l'IT Asset Management ensemble, puisque les deux doivent fonctionner ensemble pour que ça puisse être viable. Voilà. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux sujets qui sont, je dirais, vraiment dans les pensées. Un, le software asset management, la gestion des actifs logiciels. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et deuxièmement, à l'heure où la migration vers le cloud, je dirais même les migrations vers le cloud, parce que finalement, une migration peut en cacher plusieurs. Comment peut-on maîtriser les coûts, éviter leur dérapage? Voilà, ce sont les sujets que nous allons traiter. D'abord, on va avoir une vue d'ensemble du panorama que nous avons aujourd'hui. Nous reviendrons sur un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux si on veut que le software asset management fonctionne. Et je pense que c'est pas accessoire de le rappeler, puisque en tant que consultant, je constate assez fréquemment des choses très bancales chez mes clients. Deuxièmement, la grosse préoccupation, le cloud, comment maîtriser ça? On déplace des choses bien souvent vers des gros fournisseurs tels que Amazon, Microsoft, etc. Faut-il continuer à gérer les actifs que l'on déplace? Pourquoi et comment? Et puis, quelques liens pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, puisqu'évidemment, en un peu moins d'une heure, je ne pourrais que vous donner qu'un avant-goût de tout ça. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. On prévoit un petit quart d'heure pour ça à la fin de la présentation. Alors, comme vous le savez, notre société change profondément. En 10 ans, c'est incroyable, on voyait personne se promener avec un écran à la main et même pas regarder ce qu'il fait dans la rue, traverser sans regarder, à tel point que à Hawaï, vous écopez d'une amende de 70 € si vous traversez la rue en regardant votre smartphone. Donc vraiment, notre société a changé. Et aujourd'hui, l'IT est absolument partout, change profondément la saveur de notre quotidien. Certains business n'auraient pas pu exister sans l'IT. Je pense à des Uber, par exemple, ça aurait été impossible si on n'avait pas tous un smartphone dans la poche, ce business n'aurait pas pu exister. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc, l'IT est absolument partout, et ce qui rend l'IT possible, enfin, c'est ce nouveau business possible, ce qui rend possible la transformation de l'expérience client, y compris dans la grande distribution et dans bien d'autres secteurs. Aujourd'hui, notre billet d'avion n'est plus papier, bien souvent il est dans notre smartphone. Si c'est possible aujourd'hui, c'est parce que les actifs informatiques sont partout, qu'ils soient matériels, donc la tablette, le PC, le smartphone, le serveur, qui quelque part, même s'il y a de la virtualisation, il faut qu'il y ait du hardware pour que ça fonctionne. C'est absolument partout, ça s'immisce dans notre quotidien, y compris avec des objets connectés.
Et si on ne maîtrise pas ces actifs informatiques, qu'ils soient logiciels, matériels ou autres, eh bien, on s'expose à des risques. Et les spécialistes de la cybersécurité l'ont bien compris. Si on ne maîtrise pas les risques associés aux actifs informatiques, ma foi, c'est la porte ouverte à toutes les fuites de données, avec les scandales ou les amendes très lourdes que ça peut engendrer. Donc l'IT est partout, et maîtriser les actifs IT, loin d'être anecdotique, devient maintenant une nécessité, y compris sur le plan réglementaire. Je vous renvoie par exemple à la réglementation européenne sur les données personnelles. Donc, quand on veut gérer les actifs IT, en fait, on veut gérer des coûts, les rendre davantage maîtrisables et gérer les risques inhérents à tous ces actifs informatiques. Alors, si je parle simplement des actifs logiciels, je me réfère à une étude d'IDC qui est très très claire sur le sujet. 25% des dépenses des DSI, 25% des dépenses des DSI pour leur licence logicielle pourraient être évitées si la complexité des licences était davantage maîtrisée, comprise. Donc ça, c'est pas rien, d'autant plus que cette dépense en licence logicielle pèse à peu près 20% du budget des DSI. Donc c'est pas anecdotique du tout. Et évidemment, ça se traduit, si cette non-maîtrise apparaît comme assez claire, assez visante aux yeux des éditeurs de logiciels, ils ne vont pas se gêner pour venir vous auditer. À peu près toutes les entreprises d'une taille significative aujourd'hui ont vécu cette expérience ô combien désagréable d'un audit, avec quelques éditeurs qui sont plus actifs que d'autres dans le secteur de l'audit. C'est un vrai marché, l'audit de conformité logicielle. Le but étant de vérifier que vous consommez les licences que vous avez achetées, et surtout que vous avez bien acheté les licences que vous consommez et que vous ne consommez pas plus. Évidemment, si vous consommez moins, l'éditeur, lui, il ne va pas le relever, il ne va pas vous dire, vous savez, cher client, vous devriez faire mieux, hein, vous dépenseriez moins d'argent. Non, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, c'est la responsabilité du client final de s'assurer qu'il respecte ces termes du contrat, des termes qui peuvent être extrêmement complexes. Pour vous donner quelques chiffres, dans un grand compte, un compte du CAC 40, il est rare qu'un éditeur majeur ressorte avec un chèque qui soit pas aux alentours d'une dizaine de millions d'euros. Donc c'est vraiment pas anecdotique. J'ai été impliqué aussi dans un dossier entre un État d'assez petite taille. Donc évidemment, je ne donne pas de nom puisque pour des questions de confidentialité, voilà, c'est aussi ma déontologie de consultant, je ne donne pas les noms, mais un État d'assez petite taille et un éditeur de logiciels sur un dossier qui portait sur la bagatelle d'une quarantaine de millions d'euros, hein, et qui s'est terminé par un litige devant les tribunaux. Donc voilà, on parle de sujets qui sont sérieux, qui pèsent très très lourd, avec des sujets qui peuvent être rapidement critiques et mettre à mal même la rentabilité des entreprises. Beaucoup d'entreprises, pour faire face à tout ça, se disent « Ah, je n'arrive pas à maîtriser, c'est très compliqué. » On m'a parlé plusieurs fois de logiciels pour gérer les actifs logiciels, justement, d'outils miracles. Je vais les acheter. Bon, si on ne choisit pas sciemment, si on ne détermine pas avec précision ce qu'on veut faire d'un outil, bah forcément, on ne va pas forcément choisir le bon outil et surtout en faire bon usage. Ce qui se traduit par des situations où, après avoir acheté un outil qui parfois peut être le meilleur du marché, il y a vraiment quelques outils qui sont très très bien faits, les entreprises, a posteriori, se déclarent très insatisfaites. Et là-dessus, une étude récente du Gartner est sans appel. Dans environ 75% des cas, les entreprises qui ont acquis une solution de software asset management n'en sont pas satisfaites. Et c'est pas forcément la faute de l'outil, hein, encore une fois. Et non seulement ce chiffre est élevé, mais il est en augmentation sensible par rapport à la précédente étude. Donc le paysage sur le cloud, n'est guère plus brillant, puisqu'on a une grosse migration vers le cloud. Ça, c'est une surprise pour personne. Ce qui signifie que la gestion des actifs logiciels est d'autant plus complexe, les environnements étant de plus en plus complexes. Deuxième aspect inhérent à l'explosion potentielle des coûts, c'est qu'on a une consommation qui est d'autant plus facile que la souscription est assez simple. On a besoin d'un environnement, on a besoin d'une plateforme, les équipes cliquent et très simplement obtiennent
les environnements, les machines dont elles ont besoin. Et tout ça croît en termes de volume parce que les approches agiles sont grandes consommatrices de ce type d'approche. C'est pratique, etc. Mais attention au dérapage des coûts, puisque c'est facile à consommer, mais derrière, qui paye, hein, voilà. Donc ça peut être assez vite douloureux quand on reçoit la facture. À tel point que une autre étude du Gartner indique que l'an prochain, donc l'an prochain c'est demain, hein, ça arrive très vite, maîtriser les dépenses cloud, ça va devenir une priorité pour la moitié d'entre elles. Quand on parle de sécurité et de gestion des actifs informatiques, si on regarde le standard international de management de la sécurité IT, ISO 27001, on constate que très clairement, il est indiqué que si on veut maîtriser les actifs, enfin la sécurité des données, si on veut protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise, il faut maîtriser les machines, les environnements sur lesquels c'est exécuté. Ces environnements, en particulier les terminaux mobiles, mais pas que. Je veux dire, les plateformes cloud sur lesquelles on exécute les applications, sur lesquelles on stocke les données, doivent être protégées. Protégées contre les fuites, mais aussi contre le vol, contre la perte. Je perds mon smartphone avec des données critiques de l'entreprise. Comment je m'assure que ces données n'arrivent pas entre mauvaises mains? Donc historiquement, on faisait ça avec le cloud, avec des solutions de management des terminaux mobiles qui fonctionnent très bien, hein, qui permettent, par exemple, dès que le terminal se reconnecte à Internet, automatiquement de supprimer la donnée qui potentiellement pourrait fuiter. Mais aujourd'hui, avec le cloud, comment fait-on pour gérer le phénomène? Donc, ça devient important de maîtriser également ce qui se passe au niveau du cloud. Donc voilà pour le paysage, en termes de maîtrise des coûts et des risques, qui sont difficiles, encore plus difficiles qu'autrefois à appréhender. Voilà pour le contexte et les enjeux face auxquels on se situe aujourd'hui sur l'IT Asset Management. Alors, un petit tour d'horizon maintenant sur le SAM, le Software Asset Management. Ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est que la tentation, quand on s'était fait attraper par la patrouille d'une équipe d'audit, avec un réveil douloureux, à l'issue de l'audit, il y a un gros chèque à faire pour régulariser tout ça de manière amiable. Évidemment, c'est un peu sarcastique le mot amiable. La tentation première, c'est je vais acheter un outil. Vite, il me faut un outil pour inventorier correctement, pour comptabiliser correctement mes licences, etc. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle d'une personne qui se dit « Oula, ces dernières années, j'ai pris un petit peu de poids, il faut que je m'entretienne, il faut que je fasse quelque chose. » Ah, puis pendant les soldes, là, qui s'ouvrent, hein, ah, j'ai vu un super vélo d'appartement, comme ça, je vais regarder la télé en faisant de l'exercice. Hein, voilà, je ne perdrai pas mon temps. Le vélo d'appartement arrive au milieu du salon, bon, on est content de l'avoir, pendant quelques jours, quelques semaines, on en fait en regardant la télé, mais ça fait du bruit, il fait chaud, quand on fait du vélo en plein air, on se déplace, ça nous ventile, dans l'appartement, ça ne ventile pas du tout. Bref, au bout d'un moment, le vélo, après avoir été une source d'enthousiasme et d'intérêt, devient plus un objet encombrant qui prend la poussière, et puis ça se termine qui finit dans un coin de la cave ou sur le balcon à vieillir tranquillement. Avec les outils SAM, c'est un petit peu pareil. On achète un outil, mais l'outil ne suffit pas pour que ça fonctionne. Il faut avoir déterminé qui va faire le travail, comment la personne va faire le travail, est-ce qu'elle va avoir les bonnes compétences, etc. Il y a d'autres dimensions que l'outillage qui sont nécessaires pour que la mayonnaise prenne. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de points communs entre le vélo d'appartement, mais on pourrait parler aussi d'un rameur d'appartement, c'est la même chose. L'outil qu'on achète pour se donner bonne conscience, finalement, ne va pas régler le problème si on n'adresse pas toutes les dimensions qui sont nécessaires pour que le software asset management soit viable, qu'il fonctionne. Alors, quand on parle d'outils de SAM, justement, de quoi parle-t-on? On a des solutions de software asset management qui proposent un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, à côté de ça, vous avez des outils ITSM qui vous permettent de gérer vos incidents, vos changements, vos problèmes, vos demandes de services, etc. Et puis aussi, votre parc matériel, logiciel. Et certaines solutions ITSM, la plupart d'entre elles, du reste, ont des modules de conformité logicielle. Donc, pourquoi pas? Et à côté de ça, vous avez des outils qui vous permettent de faire du software asset management, voire de l'optimisation de la consommation des licences.
Simplement, faut bien voir la différence en termes de fonctionnalités offertes nativement par ces deux types de solutions. Déjà, les outils de Software Asset Management proposent déjà des catalogues des produits proposés par les éditeurs de logiciels, et également, pourquoi pas, certaines familles de produits matériels ou de virtualisation. Ce qui fait que vous héritez déjà des caractéristiques de tous ces produits et vous pouvez les matcher avec les métriques sur lesquelles s'appuie finalement le modèle de licence pour calculer la consommation effective de licence. Ça, dans les solutions d'IT Service Management, parfois quelques éléments sont fournis sur les produits principaux, mais en aucun cas vous allez couvrir l'intégralité des catalogues des éditeurs ou des constructeurs. Quand vous avez une solution de SAM, eh bien, ma foi, vous avez des bibliothèques entières, plus ou moins riches en fonction des fournisseurs de solutions, mais qui vous sont fournies. Et qui plus est, ces bibliothèques sont actualisées au gré de l'évolution des fournisseurs. Donc ça, c'est bien parce que non seulement vous gagnez du temps quand vous voulez, par exemple, maîtriser vos licences Oracle ou les modèles de licence extrêmement sophistiqués qu'on a chez IBM, vous avez déjà les bibliothèques qui sont fournies et en plus, vous êtes sous forme d'un abonnement, vous êtes mis à jour, donc ce qui fait que si les catalogues évoluent, si les politiques de licensing des éditeurs évoluent, bah, vous bénéficiez des évolutions. Donc vous ne laissez pas surprendre par des changements de politique tarifaire, de licensing que vous n'auriez pas vu venir. Ce que vous n'avez pas avec l'ITSM. Également, lorsque vous collectez de la donnée, il va falloir faire correspondre la donnée brute, qui peut être assez compliqué quand vous inventoriez des données logicielles sur la consommation de logiciels sur des postes de travail. Vous pouvez avoir plus de 600 signatures logicielles qui soient remontées. Donc ça peut être un énorme volume de données. Il faut normaliser et matcher ça avec les modèles de licence. Donc ça, c'est ce que vous proposent les outils de SAM. C'est encore une fois à construire avec les solutions ITSM. À l'inverse, les outils de SAM, eux, ne s'intègrent pas ou très peu avec votre catalogue de demandes de services, avec vos processus qui font évoluer finalement votre consommation d'actifs logiciels, qui sont en premier chef les demandes de services, dans lesquelles vous allez demander un logiciel optionnel, dans lequel vous allez demander une VM, etc., ou les demandes de changement aussi. Donc cette interaction, vous comprenez bien qu'il va falloir la construire entre les outils de SAM et les outils d'ITSM, le plus souvent au moyen d'interfaces. Et souvent, ce sont des interfaces standards que proposent les principaux éditeurs de solutions SAM pour s'intégrer avec les éditeurs, avec les solutions d'ITSM. Vous avez aussi un moyen de gérer ce qu'on appelle des codes articles avec des bases SKU, les Stock Keeping Unit, pour gérer vos produits avec les droits d'usage correspondants. Vous avez une licence pour un moteur de base de données Microsoft. Eh bien, vous avez non seulement le code article correspondant au produit, mais le lien aussi avec l'articulation des droits d'usage que vous avez achetés et les mécanismes de licensing. Donc, je ne vais pas vous dérouler toute la liste qui est ici, mais vous voyez bien que vous avez une synergie à développer entre vos outils de Software Asset Management et d'ITSM. Donc, si j'en reviens à mon histoire de vélo d'appartement, vous vous rendez bien compte que si vous achetez juste une solution, sans gérer la synergie avec les solutions connexes, en particulier ITSM, vous allez avoir quelque chose qui sera incomplet. Donc, il faut gérer tout cet ensemble et l'intégrer bien souvent. Donc, un travail d'intégration des solutions. Donc, il n'y a pas de solution unique. Du coup, il va falloir considérer ce que vous avez comme solution d'ITSM pour bien choisir la solution SAM qui va être la plus pertinente dans votre contexte. On a besoin de découvrir, de connaître, d'inventorier ce qui existe dans les environnements techniques. Donc ça vous permet de constater ce que vous avez, mais ça ne va pas vous dire ce que vous devriez avoir. Ça ne va pas vous donner non plus d'indications sur les preuves d'achat de vos licences logicielles, puisque lorsque vous achetez des licences, vous avez normalement, si vous achetez une licence authentique, vous avez des preuves d'acquisition qui peuvent prendre différentes formes. Donc ça, si vous vous contentez d'inventorier ce que vous avez installé un peu partout,
Ça, cette information, vous ne l'aurez pas. Et puis évidemment, la relation entre la signature des exécutables que vous avez sur vos environnements, ça ne va pas faire le lien avec les contrats de licence, ça ne va pas vous modéliser la consommation. Si par exemple la licence est à l'utilisateur, nativement, vous n'aurez pas la réconciliation sur les différents terminaux que l'utilisateur utilise. Et donc, vous ne saurez pas dire si vous consommez une ou plusieurs licences. Ça, vous ne saurez pas le faire. Donc, vous avez besoin d'outils complémentaires. Sur la partie en bleu de cette page, vous avez une petite liste à l'après-vert des solutions qui peuvent vous aider à compléter vos outils d'inventaire, vos outils SAM. Vous avez vos CMDB qui vous permettent de faire tisser la relation entre les différents composants techniques et puis vos licences. Vous avez le concept aussi de DML, Definitive Media Library, dans lequel vous allez stocker tout un tas de médias importants, tels que les packages que vous allez déployer, les clés d'installation, donc les clés de licence, tous les documents associés aux licences, tels que les preuves d'acquisition, les contrats de maintenance qui vont avec. Vous avez tous vos workflows aussi d'achat qui vont vous permettre de faire la réconciliation entre les actifs que vous réceptionnez, que vous mettez en stock en attendant qu'on vous les demande, et puis les actes d'achat, les commandes, et également la réconciliation avec les systèmes financiers est importante, puisque ces actifs logiciels sont aussi des actifs corporate qui sont bien souvent immobilisés dans le système financier, donc ce sont des actifs immobilisés, et il faut établir la relation entre vos actifs IT, logiciels certes, mais aussi tous les actifs IT et les actifs immobilisés parce que les financiers en ont besoin, ne serait-ce que pour respecter certaines réglementations, par exemple en termes de transparence sur la traçabilité des dépenses, où passe l'argent. Donc voilà un petit florilège d'outils qui peuvent vous aider à compléter vos solutions ITSM et vos solutions SAM. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez sous la main. Voilà. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'outil qui ne suffisait pas pour permettre d'adresser toutes les dimensions, voilà les quatre dimensions sur lesquelles il va falloir reposer, un petit peu comme quatre pieds qui permettent à une chaise d'être stable. Eh bien, vous avez certes la partie technologie. Quels sont les outils dont je dispose, quelles sont les informations dont je dispose sur mes licences, les contrats associés, comment je fais le lien avec l'information qui est dans mon système financier, voilà, les différents outils d'inventaire, de découverte, mes outils SAM, pourquoi pas, mes portails en libre service pour demander des licences optionnelles. Bon. Donc voilà la dimension outils, certes, qui est en bleu foncé ici, mais vous avez évidemment besoin de développer les compétences qui vont bien dans votre organisation, de structurer votre organisation, non seulement côté IT, mais aussi évidemment tendre la main aux achats, puisque bien souvent, quand on dit qui est responsable de la conformité logicielle, les regards se tournent vers les achats, mais les achats ne peuvent pas maîtriser de bout en bout. Ils ne savent pas techniquement ce qui est déployé, ce qui est consommé. Ils ne savent pas au quotidien, donc il faut travailler avec eux. Le contract management, parce que les contrats de licence sont complexes. La finance, encore une fois, pour des raisons que je vous ai données. Donc, il s'agit de peupler un certain nombre de rôles, d'assigner des responsabilités dans l'entreprise. Donc, on est bien sur la dimension de personnes et d'organisation. Évidemment, si on ne détermine pas ce qu'il faut faire, on ne saura pas ce que l'on peut attendre de l'outil. Donc, les processus doivent être définis pour gérer l'information, maintenir les registres, ne serait-ce que pour savoir ce que l'on devrait trouver dans nos environnements et identifier là où il y a un écart. Tiens, c'est bizarre, là, la machine est là, deux CPU virtuels. J'en avais comptabilisé 4, je dépense plus de licences que nécessaire. Là, c'est bizarre, j'ai une base de données qui est installée, mais j'ai aussi des options et oups, ça me double le coût de licence. Donc, comparer ce que j'ai dans la vraie vie avec ce que je devrais trouver concrètement et qui impacte la consommation de licence, ça fait partie des processus qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place après avoir défini. Être capable de vérifier périodiquement l'information, pourquoi pas de s'auditer soi-même sans attendre que des auditeurs professionnels extérieurs viennent le faire, parce qu'ils le feront bien, mais forcément le client va y laisser des plumes.
Donc tout cet aspect de processus est important. La dimension de flux-valeur, qui correspond à l'expérience de bout en bout, est importante puisqu'il s'agit de faire communiquer aussi bien les processus de gestion des changements, de demande de services, mais aussi de gestion de projet pour faire le costing d'un projet, de gestion financière, etc. Donc ne pas s'arrêter juste au processus d'IT Asset Management avec sa dimension software asset, mais aller bien au-delà puisque cette gestion a des ramifications un peu partout. On ne fait pas tout seul. Par exemple, certaines activités de déploiement, de mise en œuvre, de gestion au quotidien sont externalisées auprès d'intégrateurs, d'infogérants. Les licences, on les achète auprès de revendeurs. Donc, cette collaboration avec des fournisseurs, avec des hébergeurs, est aussi à déterminer, à penser, à intégrer dans l'écosystème. Donc tout ça est important. Ces 4 dimensions sont importantes pour avoir un SAM qui soit viable, qui tienne la route. Donc ne vous arrêtez pas à la partie outillage, ça va bien au-delà. Quand bien souvent, on a considéré que le software asset management était une chapelle un petit peu à part. C'est vrai que c'est un petit peu à part parce que on a des actifs qui ont une caractéristique un petit peu particulière par rapport au matériel. Par exemple, le matériel, lui, il peut pas se dupliquer, se répandre comme une traînée de poudre dans l'entreprise, alors qu'une licence, c'est très facile. Il suffit que le package d'installation soit mis à disposition et hop là, hors de tout contrôle, ça peut se répandre, s'installer un peu partout. Donc c'est un petit peu plus délicat, certes, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Et puis de toute façon, les actifs informatiques, globalement, ils peuvent être logiciels, ils peuvent être matériels. Et puis si on ne maîtrise pas, par exemple, les environnements sur lesquels sont exécutés les logiciels sous licence, bah forcément, on ne va pas maîtriser tous les actifs logiciels. Si vous avez des zones d'ombre, des angles morts dans vos inventaires, forcément, vous n'allez pas maîtriser. Moi, je me souviens d'un groupe d'assurance pour lequel je suis intervenu pour préparer une certification Oracle, donc pour faire certifier l'inventaire par l'éditeur. On avait un gros souci, à savoir que environ un petit peu plus de 80% seulement des serveurs dans le monde étaient inventoriés de manière fiable. Ça veut dire qu'on avait comme une zone d'ombre de 20% sur notre inventaire. Donc potentiellement des licences qui passaient à la trappe au moment de l'inventaire. Donc c'est important de ne pas se limiter à ce qui est remonté par les inventaires automatiques. Par exemple, les DMZ sont des endroits où on ne va jamais aller déployer des outils d'inventaire. Les gens de la Sécu ne voudront jamais, et ils ont bien raison. Donc maîtriser tous les environnements, ça implique que le software asset management fasse partie complètement du reste de l'IT asset management. Ce n'est pas un élément isolé. Et du reste, l'évolution, la dernière, d'ISO 19770-1, qui est sortie en décembre 2017, qui est le standard international, la norme pour le management des actifs informatiques, montre bien ça. On est passé d'un référentiel qui ne couvrait que les actifs logiciels à un référentiel qui s'est ouvert à tous les actifs informatiques. Et ces actifs informatiques, de toute façon, sont aussi des actifs d'entreprise qui sont immobilisés dans la comptabilité de l'entreprise. Donc c'est pas pour rien si du reste cette norme qui a évolué en fin 2017 s'est alignée avec le standard international ISO 55000 qui est le standard international de management de tous les actifs, qu'ils soient informatiques ou pas, hein, y compris les actifs bancaires, etc. Ça couvre tout type d'actifs. Quand on veut mettre en place, donc attention au périmètre, de bien s'assurer que, par exemple, le périmètre de couverture du software asset management est bien cohérent avec celui de maîtrise des actifs, par exemple matériels sur lesquels les logiciels fonctionnent. Si on ne sait pas où sont les équipements, par exemple, on va avoir du mal à inventorier correctement tous les logiciels et à comptabiliser les licences effectivement utilisées. Quand on veut déployer le software asset management, et finalement n'importe quel IT asset management, il faut être vigilant. Le périmètre est potentiellement tout simplement monstrueux, donc si on ne veut pas se noyer en buvant à la bouche à incendie, ou drinking the ocean, comme disent les anglo-saxons, il faut choisir le périmètre et l'étendre progressivement. Donc, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles on peut faire cette évolution, soit en choisissant progressivement d'étendre le périmètre de produits logiciels qu'on met sous contrôle.
ou alors en choisissant les périmètres géographiques ou les parties de l'organisation dans lesquelles on va y aller, hein, en commençant par les plus matures. Donc voilà, il y a quelques dimensions. Et puis la troisième, il y a beaucoup de bonnes pratiques que l'on peut mettre en œuvre. Enfin, dans mon référentiel de bonnes pratiques, j'en ai plus de 50. Donc on ne va pas tout mettre en place tout de suite. On va y aller progressivement. Celles qui sont vraiment un socle fondamental, par exemple, pour disposer de données fiables. Et puis à partir ensuite de ces données fiables, on va aller plus loin et créer de la synergie avec l'ensemble des processus, hein. Donc voilà, une implémentation progressive telle que celle préconisée par la norme ISO 1970-1. Donc allons-y progressivement pour ne pas se retrouver totalement débordé et découragé. Pour avoir un SAM viable, je vais donner quelques éléments. En voici une liste, hein. Parmi les clés qui sont importantes, c'est de disposer d'expertise spécialisée. Dans le SAM, vous avez différents types d'expertise. Moi, par exemple, la mienne, elle est assez fonctionnelle. C'est globalement les processus, l'organisation, choisir le bon outil, le périmètre progressif, assurer la transformation. J'ai d'autres consultants, des confrères qui sont spécialisés plus sur le mode de licensing. Ces gens-là viennent du sérail d'un éditeur ou d'un gros revendeur, et donc ils vont être spécialistes soit des modèles de licence IBM, ou Oracle, ou Adobe, etc., ou Microsoft. Donc, autre spécialité, la troisième assez fréquemment rencontrée, ce sont les spécialistes de l'outillage, hein. Donc, se doter des bonnes compétences, ça permet d'accélérer, d'éviter bien des pots de banane sur lesquels on pourrait glisser en route pour ne pas perdre du temps et surtout beaucoup d'argent après un audit. Vous avez aussi besoin, pour que ce soit acceptable, de respecter le temps des gens qui sont impliqués de près ou de loin dans la gestion des actifs logiciels. Donc, rendre l'IT Asset Management pratique, accessible, faire en sorte que, par exemple, contrôler qu'on a assez de stock pour pouvoir répondre à une demande d'un utilisateur et du coup, pas besoin de commander une licence supplémentaire. Voilà, des petites choses comme ça, ou donner la bonne recette pour installer correctement un produit logiciel pour tirer au mieux profit du modèle de licence, ou aider un chef de projet à faire le costing de son projet en tenant compte des meilleurs leviers d'utilisation de la licence. Bon, bref, rendre ça pratique pour les équipes, c'est vraiment un facteur d'adoption qui est important. Voilà. Il y en a beaucoup. Autre chose importante, c'est vérifier périodiquement, s'assurer que les données sont fiables, que si on se fait auditer, on est en ordre de bataille. Et vous inquiétez pas, si vous fournissez des éléments qui sont solides à un éditeur de logiciel lors des premières discussions, s'ils sentent que vous êtes droit dans vos bottes, ils n'iront même pas vous menacer d'audit parce qu'ils sauront que c'est pas rentable. Un audit, ça coûte cher. Donc forcément, si investir une forte somme en payant un cabinet d'audit pour venir vous auditer apparaît comme non rentable, vous n'aurez même pas à gérer ces mini-projets qui déboulent comme un chien dans un jeu de quilles et coûtent très très cher. Donc voilà quelques éléments qui sont importants, et je pense que le reste, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, ça c'était pour le SAM, un survol vraiment des choses qui sont importantes pour prendre les choses, démarrer du bon pied. Aujourd'hui, le cloud est de plus en plus partout, parfois même sans qu'on s'en aperçoive, et se pose vraiment la question des actifs qui étaient autrefois chez moi, qui sont déplacés aujourd'hui dans des environnements à l'extérieur. Maintenant, ce ne sont plus des actifs chez moi. Quid de la gestion qui doit me rester? Donc on peut s'interroger, faut-il gérer finalement des actifs cloud? Si on fait la comparaison entre ce que l'on a maintenant dans le cloud et puis les actifs logiciels, il y a beaucoup de points communs. Déjà, ça peut coûter très cher. Les dépenses peuvent enfler assez vite. C'est immatériel, donc s'il y en a beaucoup physiquement dans les bureaux, on ne voit pas l'encombrement, hein, c'est très clair. Comme les logiciels, ça peut très très vite exploser en termes de consommation. Avec un portail, tout est à la demande. Les équipes demandent.
Le fournisseur fournit dans des délais qui sont très rapides, c'est pratique, ça arrange tout le monde. Mais après, la vraie question, c'est qui va payer? Et puis, la VM que j'ai déployée, est-ce qu'elle sert encore à quelqu'un? Le compte, si j'ai du SaaS plutôt que du IaaS, le compte que j'ai activé sur Salesforce, par exemple, est-ce que l'utilisateur vraiment le consomme vraiment? Est-ce que ça lui sert, hein? Donc, savoir si c'est utilisé, avec des contrats qui, par exemple, sur la notion d'un utilisateur actif, qui peuvent être assez touchy, hein. Par exemple, il y a des contrats qui disent qu'un utilisateur est réputé actif s'il utilise au moins une fois par trimestre son compte. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient juste consommer de temps en temps, juste pour accéder à un tableau de bord et même pas vraiment travailler, accéder à une information, va garder une licence qui sera considérée comme active par le fournisseur, alors que finalement ça apporte assez peu de valeur. Donc peut-être qu'une autre option consisterait à fournir un tableau de bord à partir de ces données, sur ces profils d'utilisateurs qui sont finalement pas vraiment des utilisateurs, mais simplement qui vont surveiller quelques tableaux de bord. Donc, on a de gros points communs avec le SAM et on peut s'interroger finalement si c'est pas intéressant de recycler des compétences développées pour maîtriser des actifs logiciels et étendre finalement ça aux actifs qui partent dans les nuages. Justement, quand on parle de nuages, alors je me suis amusé avec le titre de cette page, un nuage peut en cacher un autre, parce qu'effectivement, on parle de migration vers le cloud. Bon, alors, l'infrastructure en tant que service, ça on sait, les plateformes en tant que service sur lesquelles on va venir développer nos solutions, ou carrément des solutions prêtes à l'emploi, on va souscrire pour les utilisateurs et puis ils vont simplement l'utiliser. Ça, c'est les trois modèles de services qui sont connus, soit avec une construction que l'on fait en interne, c'est-à-dire qu'on a un cloud privé, soi-même on fabrique sa propre usine et on met à disposition des équipes internes. On peut, ou éventuellement de clients externes. Le cloud public, c'est ce que proposent les OVH, les Amazon, etc. Le cloud communautaire, on a une communauté d'intérêt et en co-gestion, on va gérer les environnements cloud, les solutions cloud. Et puis enfin, le cloud hybride, c'est on utilise un peu de ci, un peu de ça, du privé, du public, du communautaire. Voilà, en général, à peu près toutes les organisations sont dans cette situation. Donc voilà les modèles de service, les modèles de déploiement. Et derrière la migration vers le cloud, en fait, on en constate plusieurs. C'est mon système d'information, je fais évoluer, j'ai virtualisé beaucoup, bah maintenant mes environnements virtuels, je ne veux plus les gérer en interne sur mes propres machines dans mes data centers, je les mets chez un fournisseur à l'extérieur. C'est la migration finalement du SI vers le cloud. On a également les éditeurs de logiciels qui font évoluer leurs offres de façon à abandonner les licences, soit avec une date butoir, une date de validité, soit des licences perpétuelles, et qui font évoluer vers une souscription, qui peut être une souscription mensuelle. Et tant qu'on souscrit au service, eh bien on paye pour le service. Et ça sous-entend généralement à la fois les fonctionnalités logicielles, mais aussi de l'espace de stockage. Donc ça peut être pernicieux, parce que si vous stockez également tous les documents que vous avez produits avec cette solution dans l'environnement cloud et que vous n'avez pas pensé à les sauvegarder, bah, vos données, si vous cessez de souscrire, vous risquez de les perdre, hein. Et enfin, vous avez aussi les logiciels que vous avez cloudifiés, les solutions IT que vous avez cloudifiées, que vous pouvez proposer à des clients extérieurs. Je me souviens d'une grande entreprise de service à la personne qui proposait d'accéder à ses applications en mode cloud à la SNCF. Donc voilà, tout le monde est à la fois aujourd'hui consommateur de solutions cloud, producteur de services cloud aussi. Donc on a bien trois types de migration vers le cloud qui ont des conséquences. Déjà, maîtriser les environnements entre ce que j'ai chez moi, ce que j'ai à l'extérieur, etc. S'assurer que ça correspond aux besoins de mes clients, mais aussi de mes équipes internes. Comment je contrôle les coûts. Et puis surtout, quid de la conformité côté logiciel. Par exemple, je me souviens d'un contrat de licence qui stipulait clairement que le produit logiciel ne pouvait pas être utilisé pour fournir des services cloud
en dehors de l'entreprise cliente, qu'il fallait avoir l'autorisation formelle de l'éditeur. Donc, vous voyez, on peut très très vite se retrouver en dehors des clous en termes de conformité logicielle, alors que l'on croit être dans son bon droit. Autre exemple, quand on parle de maîtrise des environnements. Vous pouvez avoir à un moment donné une notification de votre fournisseur d'infrastructure en temps de service qui vous dit « Bon, super, cher client, maintenant, vous avez droit à des environnements plus puissants pour le même prix. » C'est une aubaine, une machine plus rapide, plus performante, etc. Enfin, les éditeurs de logiciels, en général, pour les environnements serveurs, associent le coût de licence à la puissance de l'environnement sur lequel on exécute la licence. Donc peut-être que ça vous coûtera pas plus cher au niveau de l'infrastructure en cloud, mais ça risque de vous coûter plus cher en matière de licence. Donc attention. Bref, donc il y a beaucoup de types de migration et puis des implications. Si on ne les comprend pas, on risque de se faire embarquer dans des situations à risque, tout simplement. Alors, après, des machines qui partent vers le cloud, on peut s'interroger. Est-ce qu'il faut les inventorier? Ne serait-ce que pour savoir qu'elles existent, et puis savoir un minimum de caractéristiques qui nous permettent de les gérer. Par exemple, pour identifier quand elles sont en panne, quand elles fonctionnent pas très bien, pour l'intégrer avec le reste de l'IT Service Management. Par exemple, la gestion des incidents. Mais aussi pour connaître les caractéristiques et gérer les licences en conséquence. Bref, toutes les questions que vous avez devant les yeux ici sur cette page militent en faveur d'une chose, c'est que tous vos services cloud, finalement, sont des bons candidats pour les inclure dans votre gestion des actifs IT. Ce sont des actifs parce qu'ils coûtent à l'entreprise et même s'ils le sont potentiellement à l'extérieur de l'entreprise, il reste quand même de la responsabilité de l'entreprise de les gérer correctement pour assurer un management des services de bout en bout, pour gérer la qualité de service de bout en bout. J'ai vu beaucoup de migrations à marche forcée vers le cloud, vers des clouds privés, où, OK, on a envoyé toutes les machines en tant qu'infrastructure vers un gros fournisseur qui va gérer ça, très bien, mais je ne m'interface pas en termes de gestion de la supervision, en termes de gestion de l'inventaire, en termes de gestion des tickets d'incident ou de gestion des changements avec les solutions d'ITSM de mon fournisseur cloud. Ce qui signifie que mes équipes ne vont pas être capables de gérer de manière fluide. On va devoir faire des copier-coller de tickets d'incident entre ce qu'il y a sur le portail du fournisseur cloud et ma solution ITSM. Et là, les gains de productivité que vous gagnez d'un côté sur vos projets, vous les perdez complètement au niveau de l'opération. Et vous savez, quand vous faites un projet, vous gagnez juste au moment du projet. Mais par contre, les coûts d'opération, ils sont là, ils s'installent dans la durée pendant longtemps. Donc, ce sont des bénéfices financiers qui sont vraiment en trompe-l'œil et finalement, le cloud risque de coûter beaucoup plus cher, aussi bien en termes de qualité de service que de coûts d'exploitation derrière. Donc, attention, je vous recommande vivement de gérer vos actifs comme des actifs IT, comme n'importe quel autre actif IT, vos services cloud. Évidemment, il faut faire évoluer le SAM pour s'adapter au cloud, avoir des données d'inventaire qui couvrent tous les métriques qui permettent de contrôler la consommation des licences, de vous assurer que vous êtes capable de vérifier périodiquement cette information. Par exemple, si votre fournisseur cloud fait évoluer les environnements, que vous connaissiez les incidences, que les données soient à jour pour que vous puissiez vous assurer que la conformité logicielle est là. Notamment en termes de localisation géographique. Parfois, vous avez une licence qui est circonscrite à un périmètre géographique, par exemple à la France métropolitaine. Donc, ce qui veut dire que si, pour optimiser ses coûts, optimiser la continuité des services, le fournisseur décide d'éclater les machines sur différentes plaques géographiques, par exemple Asie-Pacifique, Amérique et puis Europe, ça va se traduire par une non-conformité logicielle, parce que les environnements qui auront été déplacés en dehors de la France, finalement, ne seront pas couverts par votre licence. Donc attention, attention à la conformité logicielle en environnement cloud. C'est un gros warning, parce que autant beaucoup de
d'entreprises ont payé très très cher la virtualisation de leur data center il y a quelques années suite à des audits, autant on risque d'avoir exactement le même genre de désagrément, de situation cuisante avec la migration à marche forcée vers le cloud. Sachant que évidemment les éditeurs de logiciels sont au courant de ces grands programmes, ils savent quand ces grands programmes sont terminés, et donc quand il est temps de déclencher un audit. Voilà. Le secret est difficile à conserver aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là, sachez que enfin, l'ITSM et l'ITAM sont enfin intégrés dans des référentiels de best practice. Autrefois, il fallait acheter plusieurs livres de référentiels de bonne pratique à ITSM, ITIL en tête, mais il en est d'autres, hein, VeriSM par exemple. Acheter plusieurs livres sur l'IT Asset Management, par exemple le guide de la gestion des actifs logiciels d'ITIL, le référentiel d'IAITAM, etc. ou les normes internationales. Et puis à partir de ça, se bricoler une solution cousu humain, une sorte de patchwork pour arriver à intégrer tout ça. C'était vraiment pas pratique, et j'en connais plus d'un qui, après avoir acheté tous ces livres, restait perplexe, pantois, se demandait par quel bout il allait prendre la chose. Ça a été entendu, ça a été compris, et le référentiel ITIL 4 évolue, intègre évidemment l'ITSM, et depuis maintenant une trentaine d'années, la nouvelle version d'ITIL a une pratique qui s'appelle l'IT Asset Management. Je la connais bien puisque je suis le contributeur majeur de l'IT Asset Management dans ITIL. Comme je vous disais en introduction, voilà, j'arrive depuis longtemps naturellement intégrer ITSM et ITAM, donc ce qui justifie que je participe à son élaboration. Le livre ITIL 4 qui est sorti fin février donc montre comment jouer la synergie entre l'IT Asset Management et le reste des bonnes pratiques d'IT Service Management. C'est déjà un premier cadrage, et un second ouvrage plus détaillé est en cours de rédaction. Je suis en train de le coécrire avec un expert danois qui fait partie d'ITAM.org, qui est une organisation internationale pour l'IT Asset Management, qui propose un parcours de certification professionnelle, notamment sur le sujet. On est en train de co-développer donc le Practice Guide, le livre de référence de l'IT Asset Management intégré à l'IT Service Management, et ça va sortir d'ici la fin de l'année. Donc là, on a vraiment des référentiels de bonnes pratiques qui sont interopérables, avec une logique vraiment de boîte à outils. Par où je commence, quel est le minimum viable pour démarrer, de façon à progressivement m'intégrer. Évidemment, c'est complètement en ligne avec les standards internationaux que je vous ai cités tout à l'heure sur les sujets. Voilà. Donc, on couvre les 34 bonnes pratiques ITIL 4. Donc, c'est totalement intégré, qu'il s'agisse de faire de la gestion de portefeuille, qu'il s'agisse de faire de la gestion de projet, puisque la gestion de projet fait partie d'ITIL 4. Voilà. Et c'est évidemment distingué de la gestion des configurations, ce qui n'est pas innocent, dans la mesure où bien souvent les gens qui font de la gestion des configurations, par exemple configuration logicielle, considèrent à raison que ce n'est pas de leur compétence, de leur métier, de gérer la dimension qui va avec, à savoir l'IT Asset Management. Donc là, de bien distinguer la gestion des configurations de la gestion des actifs informatiques, c'est maintenant intégré dans ITIL 4, puisque ITIL 4 distingue bien ces deux pratiques. Donc voilà, donc c'est un référentiel sur lequel vous pouvez dès aujourd'hui vous appuyer pour avancer. Vous avez également de la formation qui est disponible ici, qui couvre la totalité du spectre de la gestion des actifs informatiques. Évidemment, les actifs matériels, que ce soit dans la main des utilisateurs, dans vos data centers, les actifs logiciels, les actifs des actifs cloud dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les écueils sur lesquels il faut être vigilant, hein, notamment vis-à-vis de la conformité logicielle, mais pas que. Hein. Et puis également, à l'heure du RGPD, à l'heure du BIOD également, comment sécuriser, comment gérer le patrimoine informationnel de l'organisation. Donc ça, c'est une formation qui est proposée en partenariat, que je propose en partenariat avec ITAM.org et puis Exine. C'est une formation de 2 jours. Il n'y a pas de prérequis pour y participer. Évidemment, si on est familier, par exemple, de l'ITSM ou qu'on connaît déjà un petit peu l'ITAM, c'est mieux. Mais il n'y a pas de prérequis. C'est une formation qui est dispensée en français, avec une certification également. Les exercices et l'examen est également en français, examen donc de l'Exine. Et le manuel qui est utilisé, le manuel de formation, qui est le manuel officiel d'ITAM.org,
en français. La prochaine session, c'est au mois d'octobre, du 10 au 11. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je serai ravi maintenant de répondre à vos questions, s'il en est. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que nous allons laisser encore quelques minutes à nos participants pour formuler leurs questions. J'ai déjà une première question qui est apparue concernant la question est la suivante, Stéphane. Une entreprise travaille déjà avec le processus ITSM. Quelle pourrait être vraiment la plus importante, la valeur ajoutée d'ITAM et SAM pour elle? Alors, la question est assez large, donc malheureusement, je vais peut-être je vais avoir du mal à répondre de manière ciblée, parce que ITSM c'est très large. Par exemple, c'est l'intégration avec les demandes de service. Quand vous avez une demande de service, bien souvent, j'ai vu des services desk, à chaque fois qu'un utilisateur demande un Visio ou un MS Project ou un Photoshop à mettre sur un poste de travail de manière optionnelle, eh bien, le réflexe, pour être sûr de ne pas être en non-conformité, le réflexe de ces services desk, c'est d'aller acheter la licence. Résultat, c'est une gabegie énorme et beaucoup de licences sont achetées et très peu utilisées. Donc le fait de mettre en place de l'IT Asset Management intégré à la gestion des demandes de services, ça permet de mettre en visibilité les stocks qui sont disponibles et puis surtout d'actualiser ces stocks. Par exemple, lors des inventaires, les outils permettent de savoir si le logiciel a été utilisé récemment ou non sur le poste de travail. Mais je prends l'exemple poste de travail, mais on pourrait le faire sur d'autres. À partir de cette information, on est capable de voir les licences qui sont utiles, celles qui sont vraiment utiles. Et on peut mettre en place une politique qui consiste à dire si le logiciel n'a pas été utilisé depuis plus de 6 mois, on propose automatiquement à l'utilisateur de lui retirer le logiciel, qu'il pourra redemander et obtenir en quelques clics s'il en a à nouveau besoin. Donc ça permet de remettre la licence en stock et éviter le gâchis. Voilà, donc ça c'est un exemple. On a aussi la synergie avec la gestion des configurations, même si évidemment c'est pas la partie la plus mature dans beaucoup d'entreprises. La gestion des configurations, il y a un lien très étroit entre la gestion des configurations et la gestion des actifs informatiques. Et, par exemple, j'ai travaillé dans un grand groupe d'assurance qui avait mis en place une gestion des configurations, qui avait mis en place une gestion des actifs IT, mais il n'y avait pas vraiment d'intégration entre les deux. Et puis en plus, pour faire tenter par de la customisation sur l'outil, ils avaient cassé certains liens qui étaient nativement proposés dans la solution ITSM dont disposait le client. Donc résultat, on avait une dégradation de la qualité des données dans le temps et les données étaient de bien piètre qualité. Donc de créer de recréer au niveau des processus, au niveau des compétences qu'on développe, des rôles qui sont attribués, et puis surtout la recréation de l'interaction entre, dans l'outil, les CI et les actifs, ça a permis d'améliorer considérablement la qualité des données. Donc, on pourrait le décliner sur beaucoup de pratiques, hein. Par exemple, sur la pratique financière, d'avoir une politique de billing des actifs qui soit basée non plus sur bah tiens, tel client a demandé un actif, bah je l'achète, c'est sur son budget, donc il l'achète finalement lui-même. Moi, je fais l'acte d'achat, mais c'est lui qui paye et je lui mets à disposition. Ça n'encourage pas l'utilisation, la consommation parcimonieuse de ces produits. Si par contre, moi, fournisseur de services IT dans une DSI, j'achète et je mets à disposition sous forme de location quelques euros par mois, quelques dizaines d'euros par mois, l'actif IT concerné, que ce soit du poste de travail, que ce soit une licence optionnelle, que je mette un smartphone, que je mette à disposition et que je fasse payer une souscription mensuelle, ça va encourager la restitution du bien dès lors qu'il n'est plus utile. Donc voilà, il y a plein de liens et surtout l'intégration, elle est importante parce que finalement, ce sont les processus ITSM qui vont influer sur le cycle de vie des actifs. C'est-à-dire que je décide d'acheter des actifs parce qu'à un moment donné, quelqu'un me l'a demandé. Et me l'a demandé comment? Soit parce qu'il y a une demande de changement ou il y a une demande de service, ou parce qu'il y a eu un projet.
qui peut se traduire par une demande de changement. Donc, le fait d'intégrer l'IT Asset Management et l'ITSM permet de capturer tous ces éléments déclencheurs qui vont faire évoluer le cycle de vie. Quelqu'un qui s'en va, qui quitte l'entreprise, qui restitue son poste de travail, si on n'a pas intégré l'ITSM qui identifie cet événement avec les RH, du reste, sinon on ne sait même pas au niveau de l'IT que les gens s'en vont et les PC prennent la poussière, on récupère l'actif, on récupère le matériel, et en appliquant derrière les bonnes pratiques de gestion des actifs IT, on va récupérer les licences optionnelles, faire la destruction sécurisée des données qui sont dessus. Si on décide que cet équipement est trop vieux, ce qui fait normalement partie la politique de décommissionnement des actifs, c'est de l'IT Asset Management. On peut décider si on va le revendre à un broker, si on va le détruire, si on va en faire cadeau à une association. Donc tous ces éléments de politique de décommissionnement pour optimiser les coûts et puis s'assurer aussi qu'on respecte la réglementation en termes de déchets électroniques, tout ça c'est de l'IT Asset Management. Si on ne l'intègre pas avec l'ITSM, eh ben, on va avoir des fuites de données parce que le poste n'aura pas été effacé correctement et puis les données de l'utilisateur sortant vont se retrouver entre les mains de l'utilisateur entrant, etc. Hein, on ne va pas respecter la politique de sécurité, on ne va pas respecter la réglementation européenne en termes de gestion des déchets électroniques, etc. Donc voilà, quelques exemples. J'espère que ça correspond à des problématiques qu'avait à l'esprit la personne qui a posé la question. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, je serais ravi de répondre avec plus de précision si j'en ai davantage. Merci Stéphane, oui. Alors nous avons également une autre question très, très intéressante également qui vient d'apparaître. Je lis le texte et la question suit par là. Je suis le responsable informatique d'une PME et nous envisageons de migrer vers le cloud compte tenu de l'investissement initial important. Après, sa question est la suivante. Après combien de temps commencez-vous à comprendre le gain de la transmission dans le cloud? Il a ajouté une notification à noter qu'il n'existe pas de véritable service informatique interne, mais que tout est externe et que le support utilisateur est assuré par le fournisseur d'infrastructures. D'accord, donc ça veut dire que les services cloud, j'imagine, sont gérés de bout en bout par le fournisseur d'infrastructures. En combien de temps est-ce qu'on peut mesurer le bénéfice? Je dirais que ma foi, le bénéfice ou le déficit, parce qu'il peut y aussi y avoir un déficit, vous ne serez pas capable de le mesurer, de le maîtriser. Déjà, si vous n'avez pas une photo de avant, combien je dépensais, et puis après, combien je dépense. Donc, si vous ne gérez pas en tant qu'actif informatique ces services cloud, combien ça me coûtait avant quand c'était chez moi, combien ça me coûte maintenant quand c'est à l'extérieur. Par exemple, des machines qui étaient dans une petite salle chez moi, maintenant c'est à l'extérieur chez mon fournisseur. Si vous n'avez pas une visibilité sur le TCO, les contrats de maintenance, la consommation électrique, le coût du support, des indisponibilités, et puis aussi les coûts de licence, est-ce qu'ils évoluent? Parce que les environnements évoluent et ma consommation de licence évolue. Bon. Donc, si vous n'avez pas une visibilité du coût avant, et que vous ne mettez pas ensuite un pilotage des coûts après cette migration, de toute façon, vous serez incapable de mesurer si bénéfice, si bénéfice il y a ou si vous perdez de l'argent. Donc, à part mettre en place cette fois-ci, avec une relation étroite avec ceux qui assurent le contrôle de gestion, mettre en place une modélisation finalement des coûts entre le logiciel, le matériel, les services qu'on met autour, etc. Et puis modéliser avant et après le coût, voir ou pas l'argent, et puis piloter les budgets, leur consommation effective dans la durée. Je pense qu'au bout d'un exercice budgétaire, on voit déjà comment le vent tourne. Et dans une PME, c'est délicat, surtout quand on n'a pas la masse critique pour avoir un pilotage fin au niveau de l'IT, c'est délicat. Donc, je pense que le meilleur interlocuteur, je pense, ça va être le directeur administratif et financier pour piloter les coûts, tracer les coûts avant, après, puis avoir un modèle de coût, tout simplement. Donc voilà, j'espère bien avoir répondu à la question. Et si c'est pas le cas, faut surtout pas hésiter de repréciser la question, l'affiner,
encore une fois. Apparemment, oui, apparemment, Stéphane, je n'ai pas pour le moment pas encore reçu de réponse. Mais en tout cas, c'était très clair. Une autre question également concerne d'une manière ou d'une autre donc l'IT Asset Management peut-être étendu ailleurs. Dans quel autre champ d'application il peut être étendu en dehors du domaine de l'IT? Alors, ce qui est assez courant, quand on commence à bien maîtriser les actifs informatiques et à être assez mature et bien plus mature que finalement le métier dans la gestion de ces actifs, il arrive que le métier nous demande à l'IT de gérer certains actifs qui sont pas du tout IT. Vous savez, de plus en plus, le sens du marché, c'est de fournir une expérience utilisateur de bout en bout, de façon à faciliter le quotidien des collaborateurs, que ces collaborateurs, du reste, soient des internes ou des prestataires. Donc, de plus en plus, on va s'intégrer avec les RH ou avec les moyens généraux qui sont assez proches de cette expérience aussi de l'utilisateur final. Et à ce titre, j'ai une expérience amusante. J'avais travaillé sur la gestion des actifs IT dans un grand groupe d'assurance dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et dont je tais le nom. Bon, voilà, pour que ça reste confidentiel, mais à un moment donné, j'avais vu dans le data model de leur outil, j'avais vu Plant, P-L-A-N-T. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils gèrent des centrales électriques, qu'est-ce que c'est que cette blague? Et puis après, j'ai questionné, donc c'était en Allemagne en l'occurrence. Non, c'était en Suisse germanique. Voilà. Et donc j'ai posé la question au gestionnaire des actifs germanophone en Suisse, et il m'a dit, ah non, en fait, ce sont les plantes vertes. Donc ils géraient dans la base d'actifs de leur solution ITSM, ils géraient les plantes vertes pour le compte des moyens généraux. Et donc il y avait les codes barres qui étaient sur les pots des plantes vertes et qui étaient utilisés par les équipes qui de temps en temps, les équipes IT qui inventoriaient les postes de travail et les imprimantes, et puis les vidéoprojecteurs, un système de visioconférence, etc. dans les bureaux, ben, ils en profitaient aussi pour repasser un petit coup de flash code sur un petit coup de lecteur de code barre sur les pots des plantes vertes pour s'assurer que les plantes vertes étaient toujours là. Voilà, puisqu'ils avaient un contrat en fait externalisé de gestion des plantes vertes qui venaient les arroser, etc., et qui était indexé sur le nombre de plantes vertes. Donc ça permettait de piloter le coût au plus juste prix de la prestation de jardinage dans les bureaux. Donc vous voyez quelques exemples qui sont en dehors. Pour aller sur des sujets un peu moins farfelus, assez couramment, quand on gère les actifs, on a besoin de savoir où ils sont. On a besoin de savoir où ils sont, donc on a besoin de finalement assez rapidement de gérer les bâtiments. Donc j'ai eu le cas chez un grand de la gestion de l'eau potable et des déchets, un grand groupe français, qui s'était interrogé sur la gestion de son parc de véhicules, les camions poubelles, les véhicules d'intervention, etc. Et on en était arrivé à mettre en place à la fois de la gestion des configurations et de la gestion des actifs, en capitalisant sur les bonnes pratiques de l'ITSM et de l'IT Asset Management pour gérer des actifs qui n'étaient absolument pas IT, en utilisant la solution qui était celle de la DSI. Voilà. Et pourquoi gérer les bâtiments? Tout simplement parce que vos actifs IT ils vont aussi être dans les bâtiments. Donc vous avez besoin de savoir où sont dans les bâtiments vos actifs IT. Donc là, vous allez travailler avec les moyens généraux qui gèrent les actifs IT de façon à pouvoir localiser correctement vos actifs IT. Et de manière assez innovante, je connais même une petite start-up française qui propose une solution dite de géofencing. Le géofencing, c'est un moyen de géolocalisation d'un objet quel qu'il soit et contextualiser. Par exemple, je suis dans tel bâtiment à côté de tous ces objets-là. Tous ces objets-là, ça peut être, je suis dans une salle de réunion, donc je suis à côté du vidéoprojecteur et puis de la pieuvre et puis aussi de mon smartphone, puisque c'est mon smartphone qui permet de géolocaliser tous les objets qui sont autour. Ou alors, je suis dans les toilettes et donc je suis à proximité du lavabo et je suis à proximité des toilettes. Et donc,
Ça peut être extrêmement intéressant, même pour intégrer les bonnes pratiques d'IT Service Management bien au-delà de l'IT, par exemple avec la gestion des services généraux. Et chez un grand de la distribution, comme ça, on avait fait une expérience avec des flashcodes, ce qui permettait d'avoir une expérience utilisateur de bout en bout avec son smartphone et une petite application de service à la personne dans le cadre de l'entreprise, que ce soit pour la navette de l'entreprise, que ce soit pour l'ITSM, etc., ou la cantine. Eh bien, l'utilisateur pouvait flasher avec le flashcode soit son PC pour dire je veux déclarer un incident ou j'ai une demande de service sur mon PC, ou alors s'il était dans les toilettes, il flashait la porte des toilettes pour dire bah, les toilettes sont bouchées. Hein. Donc de gérer des actifs bien au-delà des actifs IT, ça permet de fournir une expérience augmentée pour l'utilisateur de bout en bout, qui en plus a le mérite de casser tous les silos bien au-delà de la DSI dans l'entreprise pour fournir une expérience utilisateur vraiment, vraiment riche et très très simple. Bref, la productivité de l'entreprise y gagne. Merci Stéphane. Je pense que nous arrivons maintenant au terme de notre webinaire. Je voudrais juste remercier bien sûr Stéphane pour cette présentation très claire et qui montre également bien l'intérêt de vous inscrire aussi pour la formation en octobre et de pouvoir évidemment vous certifier dans ce domaine, car je pense que toute la valeur ajoutée a bien été indiquée dans ce webinaire. Bien sûr, vous recevrez un enregistrement et un email de notre part avec toutes ces informations. Et encore un grand merci pour votre participation à tous. Et merci encore Stéphane. Je te laisse la parole pour le dernier mot. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, évidemment, j'assure le service après-vente, même si ça n'a rien coûté. Vous pouvez me contacter via LinkedIn ou par mail. Je serai ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions plus pointues et puis de vous accueillir en formation si vous décidez de vous inscrire, puisque c'est moi-même qui assurerai cette formation au mois d'octobre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.